Ma belle-mère ne cuisinait jamais assez que pour elle. Et mon mari la défendait. Maman est économe. Hélène. Ne sois pas calculatrice. Jenghiais. Mais le lendemain matin, j'ai fait quelque chose qui les a laissés tous les deux glacés. Il était 10 à 9 heures quand j'ai traîné mon corps épuisé. Après une longue journée à jongler avec des feuilles de calcul budgétaire et des plaintes de clients, avançant mètre par mètre dans les embouteillages monumentaux du périphérique parisien pour rentrer à la maison, dès que je suis entrée dans le hall, l'odeur des lardons grillés mélangée à l'arôme d'un bœuf bourguignon consistant m'a frappé le nez, faisant rugir férocement la faim dans mon estomac. J'ai posé mon sac à main. J'ai troqué mes talons pour de simples chaussons et j'ai appelé doucement. Julien. Madame Dubois. Je suis rentrée. Pas de réponse. J'ai contourné la cloison en placo. Et je suis entrée dans la cuisine illuminée par des LED. Devant mes yeux, il y avait un dîner fait maison parfaitement disposé sur la table en chêne massif que j'avais moi-même choisi et payé. Il y avait de la viande en sauce, une belle quiche lorraine dorée et une salade fraîche. Mais ce qui m'a frappée, ce n'était pas les mets, mais l'image de mon mari, Julien, et de sa mère, assis l'un en face de l'autre, se servant tranquillement à manger. Sur la table, il n'y avait que 2 assiettes et 2 jeux de couverts. Julien, 31 ans. Chef des ventes dans une entreprise de fourniture médicale, l'homme avec qui je partageais mon lit, pourra lever les yeux et m'a regardé avec indifférence. Tu es déjà là. Prends une douche et regarde si tu trouves quelque chose à grignoter. Maman et moi. On a commencé pour que ça ne refroidisse pas. Orpheus. Je suis restée pétrifiée à la porte de la cuisine. Le sourire de salutation a gelé sur mes lèvres. Mon regard est passé de la table dressée à l'autocuiseur qui était entrouvert sur la plaque vitrocéramique. Je n'ai rien dit. J'ai marché en silence vers le placard. J'ai sorti mon assiette creuse habituelle et j'ai pris la louche. Le bruit du métal grattant le fond de la marmite a résonné d'un écho sec et vide. Au fond, il ne restait que quelques restes de bouillon froid collés au bord. Il ne restait rien de consistant. La scène, à ce moment-là, était si silencieuse que je pouvais entendre clairement Madame Dubois siroter bruyamment sa soupe. Elle a lâché sa cuillère, s'est essuyé la bouche avec une serviette en papier et m'a regardé du coin de l'œil avec un ton monotone teinté d'une fausse surprise. « Eh bien, ma fille, je pensais qu'aujourd'hui tu avais un dîner d'entreprise avec des clients et que tu ne viendrais pas manger. Comme nous n'étions que tous les deux, et j'ai préparé la juste mesure pour ne pas gaspiller. Par les temps qui courent. Cuisiner en trop, pour ensuite le jeter est un péché mortel. On. J'ai serré la louche dans ma main, en essayant d'étouffer le feu qui grandissait dans ma poitrine. Je me suis tournée vers Julien, attendant une explication, ou au moins un geste d'empathie de la part de mon mari. Tu n'aurais pas pu m'appeler ou m'envoyer un message pour me demander si je venais dîner ? Ai-je demandé. La voix commençant à se briser. Julien s'est mis un morceau de quiche dans la bouche. En fronçant les sourcils avec agacement, j'ai été très occupée tout l'après-midi. Où veux-tu que je trouve le temps de vérifier si tu manges ou non ? En plus, maman vient tout juste d'arriver de la province. Elle a l'habitude d'économiser, de tout mesurer avec soin. Tu vas faire un drame pour une assiette de nourriture ? Tu ne vois pas le travail qu'elle a fait pour cuisiner ? Économiser. J'ai lâché un rire sec et amer. Économiser au point que la belle-fille rentre du travail à 10 à 9 heures et qu'il n'y ait même pas un morceau de pain dur à la maison. Pendant que vous avez de la viande et de la quiche en abondance. Augury. Madame Dubois a immédiatement tapé sur sa cuisse, étirant la commissure de ses lèvres en une grimace. Du voice. Mon fils, je te l'avais dit. Ces filles de la ville, si bourgeoises, et ne comprennent pas ce qu'est le sacrifice des personnes âgées. Si je cuisine en trop, j'ai mal à l'âme. S'il en manque un peu, la belle-fille se croise les bras pour critiquer. Eh bien, laisse ça là. Je vais me remettre à cuisiner tout de suite. Une autre chose pour que madame soit contente. Ça tu vas ? Elle s'est levée d'un bond, jouant les victimes. Mais elle m'a lancé un regard foudroyant. Julien a immédiatement tiré le bras de sa mère pour la faire asseoir
et m'a regardé avec rage. Ça suffit. Hélène, tu vas trop loin. Maman est déjà âgée. Elle vient de la campagne et ne connaît pas tes horaires. Si toi faim, fais-toi des nouilles instantanées ou descends au bistrot du coin et mange un croque-monsieur. Mais ne fais pas ce spectacle. Tu vas venir avec cette tête d'enterrement devant ton mari et ta belle-mère juste parce que tu gagnes 3 francs 6 sous. Oli. En entendant la phrase « Tu gagnes 3 francs 6 sous », j'ai ressenti un frisson dans le dos. Est-ce que les 100 € que je transfère religieusement chaque mois sur le compte commun pour payer le prêt immobilier de cet appartement dans le 6e arrondissement de Paris et couvrir les frais ne sont pas de l'argent? Le travail épuisant qui me donne des gastrites pour construire ce foyer n'a-t-il aucune valeur? J'ai regardé profondément dans les yeux de Julien. La façade de l'homme d'affaires respectable, toujours fier de son poste de direction, a soudainement volé en éclats. Face à moi, il n'y avait qu'un fils qui obéissait aveuglément à sa mère, prêt à piétiner les sentiments de sa femme, juste pour défendre cette avarice irrationnelle et malveillante. J'ai réalisé que Madame Dubois ne s'était pas trompée. Elle l'avait fait exprès. Elle voulait établir sa position de matriarche dans cette maison. Elle voulait me montrer qu'ici, à cette table, ma place était celle d'une étrangère. Et le plus douloureux, c'était que Julien, l'homme que j'appelais mon mari, avait choisi d'entrer dans son jeu pour me repousser encore plus loin. L'assiette dans ma main est devenue lourde. Je l'ai posée lentement sur le plan de travail en granit. Le bruit a résonné sèchement. Je n'ai pas pleuré. Les femmes qui survivent dans le monde des affaires compétitives de Paris ne versent pas facilement des larmes pour ces mesquineries. J'ai enlevé la veste de tailleur que j'avais mise à la hâte et je l'ai accrochée au dossier d'une chaise. Non. Je n'oserais pas déranger maman pour qu'elle cuisine à nouveau. L'électricité a beaucoup augmenté dernièrement. Allumer la plaque vitrocéramique juste pour moi serait un gaspillage. Impardonnable. J'ai parlé lentement, d'un ton tranchant, en prononçant chaque syllabe. Puis je me suis tournée vers Julien. Bon appétit. Des nouilles rapides ne méritent pas l'effort que j'ai fourni aujourd'hui toute la journée. Je vais m'occuper moi-même de mon estomac. Off look. Ignorant le visage honteux de Julien et le geste de triomphe de Madame Dubois, je me suis retournée avec détermination. J'ai pris mon sac et je suis sortie directement par la porte. J'ai remis mes talons. J'ai ouvert la porte blindée et je suis sortie dans la nuit parisienne qui commençait à se rafraîchir. Au coin de ma rue, il y avait un bistrot traditionnel. De ceux qui ont toujours le comptoir plein, je me suis assise sur un tabouret et j'ai commandé un croque-monsieur chaud et un demi de pression. La vapeur du croque-monsieur chaud a embué mes yeux qui piquaient pendant que je buvais une gorgée de bière. Un goût amer est resté dans ma gorge. En regardant le trafic incessant de la rue, je me suis demandé où allait vraiment mon mariage. Le dîner de ce soir n'avait pas été un simple oubli dans le calcul des portions. C'était un test. Une déclaration de guerre silencieuse de ma belle-mère et un certificat de décès pour le respect que mon mari ressentait pour moi. J'ai terminé ma bière en me disant « S'ils veulent utiliser la nourriture familiale pour m'écarter, je leur montrerai qu'Hélène Martin n'a jamais eu besoin de mendier une assiette de nourriture froide à personne, et encore moins dans la propre maison que j'ai payée avec ma sueur et mon argent. Cela avait commencé par une assiette vide. Mais dans ce théâtre, ce serait moi qui renverserais la situation. Le samedi matin, je me suis réveillée avec la tête lourde. Les conséquences d'avoir mangé un croque-monsieur gras à des heures indues au lieu d'un repas fait maison ont immédiatement réagi, provoquant une douleur sourde dans mon estomac. J'ai traîné mon corps fatigué hors du lit. J'ai descendu les escaliers. Et je suis allée directement à la cuisine avec l'intention de me servir un verre d'eau tiède pour prendre un protecteur gastrique. Sur la plaque vitrocéramique, une casserole de flocons d'avoine fumait. Quelque chose que Julien avait commencé à prendre pour sa santé. L'odeur de cannelle et de lait chaud remplissait l'air. Madame Dubois était là, avec une grande louche, servant l'avoine dans les bols. En me voyant entrer, elle n'a rien dit. Elle m'a regardé du coin de l'œil et a pris mon bol habituel, délibérément. Elle a passé la louche sur la surface de la casserole, évitant les morceaux de fruits et les fruits secs qui étaient au fond, et m'a servi une demi-louche de la partie la plus liquide et aqueuse. Presque du lait.
taché de 4 flocons d'avoine. Elle a posé le bol avec un coup sec sur le plan de travail en pierre. Mange vite et mets-toi à nettoyer. Le week-end où tu es libre, occupe-toi de balayer la maison et de laver les salles de bain. Ça en a bien besoin, a ordonné Madame Dubois en élevant la voix. Je suis restée clouée sur place, regardant le bol d'avoine aqueuse, puis les 2 bols débordants d'avoine épaisse, de bananes et de noix, préparés de l'autre côté de la table pour elle et pour Julien. Maman, si tu me sers ça, je préfère boire l'eau du robinet. Ma voix était calme, mais mes yeux transperçaient son irrationalité. Madame Dubois a immédiatement levé les yeux au ciel, a jeté la louche dans la casserole et a mis ses mains sur les hanches d'un air de défi. Quelle est cette attitude? Ma fille, l'avoine coûte cher. Les fruits et les fruits secs sont un luxe. Préparer ce petit déjeuner coûte une fortune. Toi, en tant que femme, tu devrais manger moins pour garder la ligne. Laisse ce qui est consistant pour Julien. Il est l'homme de la maison et il a besoin de force pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ce foyer. À ce moment-là, Julien a descendu les escaliers. Il boutonnait le dernier bouton de sa chemise et fronçait les sourcils en grognant. « Qu'est-ce qui se passe de si bon matin? C'est quoi ce scandale? Vous ne laissez dormir personne. » J'ai désigné du menton le bol d'avoine aqueuse sur la table. « Viens voir ce que ta mère m'a servi. C'est pour une personne ou c'est pour que le chat le lèche ?» Julien s'est approché, a jeté un œil au bol, puis m'a regardé avec mépris et m'a crié « Avoir quelque chose de chaud à prendre au petit déjeuner, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Maman s'est levée à l'aube pour cuisiner pour tout le monde. Ingrate. Et en plus avec des airs de marquise, depuis hier soir, tu fais un numéro juste pour la nourriture. Faire un numéro. J'ai lâché un rire incrédule. D'un revers de main, j'ai repoussé le bol en céramique qui a glissé sur le plan de travail jusqu'à heurter le mur. Oui, ça c'est faire un numéro. Garde-le ton petit déjeuner de champion pour avoir la force de porter ta grandiose famille sur tes épaules. Je me suis retournée et j'ai monté les escaliers directement jusqu'à ma chambre, claquant la porte, ignorant les grognements et les insultes de Madame Dubois dans mon dos. J'ai passé toute cette journée enfermée dans le bureau de la maison, plongée dans les rapports de vente de fin de mois. Au crépuscule, je me suis adossée, épuisée, sur ma chaise en m'étirant, et j'ai pris mon téléphone pour ouvrir l'application bancaire. Julien et moi avions un compte commun depuis que nous avions emménagé dans cet appartement. La règle inébranlable était que chaque mois, chacun transférait exactement 1 000 € ou presque. Sur ce compte, ces 2 400 € servaient à payer la mensualité du prêt immobilier. Et les quelques 100 € restants pour les charges de copropriété? L'électricité, l'eau et la nourriture. Le compte était au nom de Julien. Mais j'avais activé les notifications de mouvement, dernièrement, avec le lancement d'un nouveau projet. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'avais donc désactivé les notifications sans le vouloir. En ouvrant l'historique des transactions du mois, mes yeux se sont figés sur l'écran. Les chiffres rouges des sorties d'argent m'ont frappé. Le 5, virement de 400 €. Motif, aide maman. Le 10, virement de 250 €. Motif, médicaments et affaires maman. La dose. Retrait au distributeur automatique de 150 €. Le 15, virement de 300 €. Motif, dépenses diverses maman province. Tous les virements étaient destinés à un compte au nom de Monique Dubois. En seulement un demi-mois, le compte commun s'était évaporé de près de 1 100 €. Tout l'argent pour les dépenses courantes que j'apportais par mes efforts avait été retiré par Julien et transféré directement dans la poche de sa mère sous le prétexte d'aide. Une aide de 1 100 € en 15 jours. Alors que je devais dîner des miettes la veille et affronter un petit déjeuner misérable le matin. La colère a explosé violemment. Comme si on jetait de l'essence sur le feu. J'ai pris mon iPad, serrant les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Et je suis descendue à grandes enjambées dans le salon. Julien était tranquillement les pieds sur la table basse, regardant un match de football, en mangeant des olives importées,
Madame Dubois était dans la cuisine en train de peler des fruits. J'ai lancé l'iPad sur la table en verre, juste devant Julien. Le fracas l'a fait sursauter. « Mais quelle folie te prend? Tu vas casser l'écran !» a crié Julien, retirant rapidement ses pieds. Je me suis croisé les bras. Droite. Et j'ai dit chaque mot avec froideur. Ouvre bien les yeux et regarde ce relevé bancaire. Depuis quand le compte des dépenses communes de nous deux est-il devenu le distributeur automatique personnel de ta mère? Julien a jeté un coup d'œil rapide à l'écran. Son visage s'est tendu pendant une seconde. Mais il a immédiatement adopté une posture d'indifférence. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Maman est venue de la province pour aider avec la maison et la cuisine. Je lui transfère de l'argent pour qu'elle fasse les courses à son goût. Quel est le mal? Elle est déjà âgée. De temps en temps, je lui donne quelque chose pour ses médicaments ou ses vêtements. C'est si dur pour toi, en tant que belle-fille, d'être un peu généreuse avec ma mère. Quelle radine tu es. Radine? J'ai pointé l'écran du doigt. Si tu veux donner de l'argent à ta mère, je ne te l'ai jamais interdit. Mais utilise ton propre salaire. Moi je mets 100 €. Toi tu mets 100 € pour le prêt et les charges. Tu as pris l'argent commun et tu as transféré à ta mère 1100 € en seulement 15 jours. Et en échange, ta mère me donne un dîner où il manque mon assiette et un petit déjeuner qui est de l'eau sale. Ces 1100 € d'aide ne donnent que ça? En entendant les voix s'élever, Madame Dubois a lâché son couteau et a couru dans le salon. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore en train d'insulter mon fils. Qu'est-ce que c'est? Elle s'est plantée devant Julien en me pointant du doigt au visage. Julien s'est levé rapidement pour calmer sa mère. Ce n'est rien. Maman? Ça lui fait mal l'argent que je te donne pour t'aider. Ne lui en tiens pas rigueur. En entendant cela, Madame Dubois s'est laissée tomber sur le canapé, trépignant et criant comme une possédée. Oh! Sainte Vierge! On élève des corbeaux. Je l'ai élevé pour qu'il soit un homme de bien, un directeur. Et maintenant qu'il donne 4 sous à sa vieille mère, la belle-fille le traite comme un criminel. Si tu es intelligente, garde ton argent et emporte-le dans la tombe. L'effronterie des deux, coordonnée à la perfection, m'a donné la nausée. Je n'avais plus envie de discuter. J'ai regardé directement Julien dans les yeux avec un regard acéré et j'ai rendu mon verdict final. Très bien. Si ta mère dit ça, et que tu considères aussi que retirer de l'argent commun et tromper ta femme est normal. À partir de ce mois, j'annonce officiellement que j'arrête de verser mes 100 € sur le compte commun. Julien a écarquillé les yeux, le visage rouge de colère, et a crié « Tu es folle? Et qui va payer le prêt? Tu vas laisser la banque nous prendre la maison, ou tu veux que je paie tout ?» J'ai souri froidement. Ma part du prêt, 700 €. Je la verserai moi-même directement sur le compte du prêt. Les 700 autres €, débrouille-toi. La maison est au nom de nous deux. La dette est aussi divisée. Et pour ce qui est de la nourriture, à partir de demain, chacun paie la sienne et cuisine la sienne. Plus jamais je ne laisserai l'argent que je gagne à la sueur de mon front finir dans la poche de quelqu'un d'autre de cette manière, si louche et ridicule. Tu l'as dit. Je me suis retournée et j'ai monté les escaliers, laissant derrière moi les cris, les coups de Julien et les insultes aiguës de Madame Dubois. La goutte d'eau avait fait déborder le vase. Et je savais que ma patience était arrivée à son terme le lundi après-midi. À la fin de la réunion d'équipe de l'entreprise pharmaceutique, je ne suis pas rentrée directement à la maison comme d'habitude. La déclaration du samedi soir n'avait pas été une menace en l'air. Moi, Hélène Martin. Je tiens toujours mes promesses. J'ai fait un détour par un grand centre commercial près du périphérique et j'ai acheté personnellement une petite plaque à induction portable, une poêle et une petite casserole, ainsi qu'un paquet de riz de bonne qualité et quelques blancs de poulet. Quand je suis entrée dans la maison, chargée de sacs, l'horloge marquait 10 à 9 heures. Une odeur d'ail et de paprika s'échappait de la cuisine. Sous la lumière vive, Madame Dubois remuait une grande marmite de cassoulet. En me voyant entrer chargée, elle s'est arrêtée net, et son regard inquisiteur est passé de la boîte de la plaque à induction au sac de nourriture que je portais.
Je suis passée à côté d'elle sans dire un mot. J'ai posé les affaires que je venais d'acheter sur la partie du plan de travail en marbre, qui était libre à côté de l'évier. J'ai sorti la plaque. Je l'ai branchée. J'ai lavé le riz et j'ai mis le poulet dans la poêle. Mes mouvements étaient décidés et efficaces. Comme si j'étais la seule personne dans cette cuisine. Madame Dubois est restée clouée sur place, m'observant un moment, incapable de contenir sa rage. Elle a frappé la louche contre le plan de travail et a demandé avec hauteur. « C'est quoi ce cirque que tu nous fais? Tu vas monter une cuisine à part dans ma propre maison ?» J'ai continué à cuire le poulet avec naturel, en répondant d'un ton froid mais clair. Hier, j'ai été très claire. Madame Dubois, à partir de maintenant, chacun paie sa part et cuisine pour soi. Je ne veux pas qu'on dise que je suis une bourgeoise de la ville qui exploite les personnes âgées, ni je ne veux manger de l'avoine aqueuse, ni les restes de personnes. Vous cuisinez pour vous et pour Julien. Cette cuisine est grande. Si j'utilise un coin, je ne dérange personne. Despru. Le visage de Madame Dubois est devenu rouge à l'instant. Elle m'a pointé du doigt, la voix brisée par l'hystérie. Toi, tu es une cynique, une mal élevée. Tu fais ça pour m'humilier, pour humilier ton mari. N'est-ce pas? Vivre sous le même toit avec la cuisine divisée. Tu veux que les voisins rient de nous? Quelle honte! Ils ne riront que s'ils apprennent que la belle-fille met 100 € par mois sur le compte commun, qu'on les lui vole en cachette, et qu'à la fin de la journée, elle n'a même pas une assiette de nourriture chaude. Ai-je répondu calmement, en versant de l'huile dans la poêle. À ce moment-là, Julien est descendu de l'étage. En entendant les cris de sa mère, il est entré en courant dans la cuisine avec un visage furieux. « Hélène, qu'est-ce que tu fais encore? Maman cuisine pour tout le monde. Pourquoi tu amènes toutes ces ordures et que tu encombres la cuisine ?» Je n'ai même pas regardé Julien. J'ai continué à remuer le poulet dans la poêle, que ce soit des ordures ou non. Je l'ai acheté avec mon argent. Tu m'as dit d'aller manger un croque-monsieur quelque part. Mais je préfère cuisiner chez moi. C'est plus propre. Je suis déjà sortie du compte commun. Mes dépenses de nourriture. C'est moi qui les couvre. Ne t'inquiète pas. Ezudino. En voyant apparaître son fils, Madame Dubois a vu une porte s'ouvrir et a immédiatement changé d'attitude. De l'agressivité. Elle est passée à la victimisation. Plissant le visage, se tordant les mains et forçant des larmes de crocodile. « Julien, mon fils, regarde comment ta femme méprise ta vieille mère parce qu'elle vient de la province. Elle dit que ma nourriture est sale, que je mesure mal les quantités, et c'est pour ça qu'elle doit cuisiner à part. Regarde-la. Il vaut mieux que je m'en aille. Je ne fais que déranger. Demain, achète-moi un billet de bus pour la province. Quelle humiliation. Mon fils. It's true. » En entendant sa mère pleurer, le sang de Julien n'a fait qu'un tour. Il s'est approché et a essayé d'arracher le câble de ma plaque à induction de la prise. « Tu vas trop loin. Hélène, jusqu'où veux-tu provoquer ma mère? Range ce truc tout de suite. Je te l'ordonne. » Allons, d'un revers de main. J'ai repoussé la sienne. J'ai fait un pas en arrière et j'ai planté mon regard acéré sur mon lâche de mari. Ose toucher à mes affaires. Je travaille et je gagne de l'argent. La moitié de cette maison est à mon nom. J'ai le droit d'utiliser cette cuisine comme bon me semble. Tu n'as aucune autorité pour me l'interdire. Ma fermeté a fait s'arrêter Julien. La main figée en l'air. En voyant que son fils perdait du terrain, Madame Dubois s'est soudainement mordu la lèvre, et une lueur malveillante a traversé ses yeux. Elle s'est tournée rapidement vers la vitrocéramique et a pris à 2 mains la grande marmite de cassoulet bouillant qu'elle venait de retirer du feu. Au lieu de contourner l'îlot de la cuisine pour l'apporter à la table, elle s'est directement engagée dans les 3 passages d'à peine 1 demi-mètre entre l'évier et l'endroit où je cuisinais. « Pousse-toi. Tu ne me laisses pas passer. Toujours au milieu. Tu gênes !» a-t-elle crié. Je me suis rapidement collée au bord de l'évier pour la laisser passer. Mais juste au moment où elle passait à côté de moi, Madame Dubois a délibérément trébuché sur ses propres pieds. Elle a titubé, a poussé un « aïe » théâtral. Et les mains qui tenaient la marmite bouillante se sont inclinées vers l'avant,
Une partie du cassoulet bouillant, plein de graisse et de bouillon chaud, s'est renversé directement sur mon avant-bras gauche et ma main. « Ah !» j'ai crié d'une douleur extrême. La sensation de brûlure a été instantanée, comme si des milliers d'aiguilles transperçaient ma peau. La marmite est tombée sur le sol en carrelage avec un fracas, se brisant. Le bouillon, les haricots et la viande se sont répandus sur tout le sol de la cuisine. J'ai attrapé mon bras gauche, qui devenait déjà rouge vif sur une grande zone, en me mordant la lèvre pour ne pas crier davantage. La douleur aiguë m'a fait monter les larmes aux yeux. Je me suis rapidement penchée vers le robinet et j'ai mis tout le bras brûlé sous le jet d'eau froide tout en serrant les dents pour supporter cette douleur insoutenable. Dans mon dos, il se déroulait la scène la plus grotesque et cruelle à laquelle j'ai jamais assisté. Madame Dubois s'est laissée tomber par terre, s'accrochant au bord des meubles de cuisine, et a commencé à crier et pleurer de façon inconsolable. Oh mon Dieu! Quelle douleur! Cette femme s'est mise au milieu pour me faire trébucher et m'a fait lâcher la marmite. Aïe! Mandos. Julien ne m'a même pas regardé une seconde. Il a couru, horrifié, vers sa mère, s'agenouillant maladroitement pour l'aider à se relever, secouant les gouttes de bouillon qui avaient éclaboussé le pantalon de sa mère et sifflant avec inquiétude. « Maman, ça va? Tu t'es brûlée? Laisse-moi voir. » Puis il a tourné la tête et m'a regardé avec des yeux injectés de sang pendant que je tremblais sous le robinet d'eau froide. Et m'a crié « Tu es aveugle? Tu n'as pas vu que maman portait la marmite chaude? Tu t'es mise au milieu exprès pour la pousser? Tu veux la tuer? » Le bruit de l'eau qui coulait se mélangeait aux cris de Julien dans mes oreilles. La froideur de l'eau du robinet ne soulageait pas la brûlure sur ma peau, mais elle semblait figer mes émotions jusqu'au cœur. J'ai fermé le robinet lentement. Mon avant-bras gauche était déjà couvert de cloques rouges et douloureuses. Je me suis essuyée doucement avec un chiffon propre, et je me suis retournée pour regarder fixement la mère et le fils. Madame Dubois faisait toujours semblant de se frotter le dos, m'observant du coin de l'œil entre ses doigts, et Julien, mon mari depuis 3 ans, l'homme qui avait juré de me protéger, et protégeait maintenant sa mère de ma prétendue méchanceté, ignorant que le bras de sa femme était à vif à cause du liquide bouillant. Je n'ai donné aucune explication. Je n'ai pas discuté non plus. À ce moment-là, tout mot était superflu. Mon silence n'était pas une soumission, mais le mépris le plus absolu, un homme capable d'ignorer une blessure évidente de sa femme juste pour suivre la farce bon marché de sa mère, qui ne méritait pas une seconde de plus de mon temps. J'ai pris un essuie-tout. J'ai essuyé une larme qui m'avait échappé. Laissant mon dîner à moitié fait et le désastre sur le sol, je me suis retournée et j'ai monté les escaliers en silence. Cette nuit-là, assise seule dans ma chambre, la porte fermée à clé, j'ai utilisé une aiguille stérilisée pour percer soigneusement les cloques, j'ai appliqué une pommade pour les brûlures et j'ai bandé mon bras moi-même. La blessure physique faisait mal, mais mon esprit était plus clair et lucide que jamais. La cruauté de mon mari m'avait enseigné une leçon précieuse. Quand on ne peut faire confiance à personne, il faut se préparer sa propre issue de secours. Et mon issue de secours commençait par rassembler toutes les preuves, le mercredi soir, exactement 2 jours après l'accident dans la cuisine. Mon bras gauche était toujours enveloppé de bandages blancs, palpitant de douleur à chaque mouvement. À 20 heures, juste au moment où je m'asseyais à mon bureau pour ouvrir l'ordinateur portable et terminer quelques rapports. J'ai entendu un brouhaha au rez-de-chaussée. Des voix aiguës de femmes se mêlaient à des voix graves d'hommes. Brisant le silence de la maison, j'ai ouvert la porte et j'ai descendu lentement les escaliers. En arrivant sur le palier du premier étage, j'ai regardé vers le salon. Un scénario digne d'un tribunal de famille avait été mis en place. Au centre, sur le canapé, Madame Dubois était assise les jambes croisées, séchant de fausses larmes avec un mouchoir. À côté d'elle se trouvait tante Rose, sa sœur aînée, et oncle Paul, le petit frère, qui venait sûrement d'arriver de la province. Après l'appel dramatique de sa sœur, Julien était assis dans un fauteuil individuel, la tête baissée, regardant de temps en temps vers le haut, avec une expression résignée, en me voyant apparaître.
Madame Dubois a vu sa chance et a hurlé. Regardez-la. La voilà. Elle voit la famille et elle reste plantée là. L'air constipé. Sans même dire bonjour. Rose. Paul. Aidez-moi. Je souffre beaucoup dans cette maison. Elle a essayé de me tuer en me jetant de l'eau bouillante. Tante Rose a frappé la table en verre de la main et m'a regardée avec fureur. Hélène. Quelle sorte de belle fille es-tu? Ta belle-mère vient de la province pour te rendre visite, et non seulement tu ne t'en occupes pas, mais en plus tu prends des airs de grandeur pour manger à part. Hier, Monique m'a appelée en pleurant pour dire que tu lui avais jeté une marmite de bouillon bouillant. Tu as fait des études, et tu as un bon travail. Comment peux-tu être une si mauvaise personne? Oncle Paul s'est joint à elle en me pointant d'un doigt épais. Je te dis la vérité. Cette maison a la poisse avec une belle fille comme toi. Julien est un bon à rien, et tu profites de lui. N'est-ce pas? Tu gagnes de l'argent, mais tu es une radine. Ta belle-mère te demande 3 francs 6 sous pour les courses et tu fais un drame. Si tu ne te mets pas à genoux tout de suite pour demander pardon à Monique, je te jure que tu vas m'entendre. Je n'ai pas ressenti de colère. Sincèrement, à ce moment-là, j'ai juste trouvé ça ridicule. Calmement, j'ai tiré une chaise de la salle à manger et je me suis assise face au tribunal. Mon sourire froid a déconcerté aussi bien tante Rose qu'oncle Paul. J'ai posé lentement un dossier transparent que j'avais apporté de ma chambre sur la table et j'ai parlé clairement. « Bonsoir tante Rose. Oncle Paul, je vous remercie d'être venu de province si tard pour rendre visite à la famille, mais avant de me dépecer ou de me condamner, permettez-moi de présenter quelques éléments pour rétablir la vérité. En le meeting, quelles excuses vas-tu donner? Que complotes-tu maintenant? » Madame Dubois s'est penchée en avant en essayant de m'arracher le dossier. J'ai repoussé sa main d'un coup sec. J'ai sorti une liasse de papier imprimée en couleur et je les ai poussés vers tante Rose et oncle Paul. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le dîner de vendredi dernier. Le 3e jour que Madame Dubois était à Paris, je suis rentrée du travail à 10 à 9 heures. Le dîner était très bien préparé. Mais comptez vous-même combien d'assiettes et de couverts il y a sur la table. Heureusement. Tante Rose a froncé les sourcils en regardant la photo imprimée du dîner. Et à l'étron, qu'il y ait 2 assiettes. Tu es sûrement arrivé en retard. Ils avaient faim et ont commencé avant. Ein Frau. Oui? Ils ont commencé avant. Mais la marmite était vide. Et Madame Dubois a déclaré fièrement qu'elle n'avait cuisiné que la juste mesure par peur que je gaspille de la nourriture. J'ai dû aller dans la rue manger un croque-monsieur parce que je mourais de faim. Le lendemain matin, le petit déjeuner qu'elle m'a préparé, c'était de l'eau tachée d'avoine. Je vous demande, mes oncles et tantes, quelle belle-mère qui aime sa belle-fille dresse la table et oublie juste l'assiette de celle-ci? Tante Rose et oncle Paul se sont regardés, mal à l'aise. Madame Dubois a commencé à balbutier, le visage rouge. Moi, à la campagne j'économise. J'ai mal calculé. Quelle rancunière tu es pour une bêtise. Ansek. J'ai souri avec moquerie et j'ai sorti le 2e document en le frappant contre la table. Tu as mal calculé, et ça aussi? C'est une erreur de calcul? Voici le relevé du compte commun que Julien et moi avons. Regardez bien. Chaque mois, je verse 100 € et Julien 100 € de plus pour payer le prêt et les charges. Mais en seulement un demi-mois, ils se sont envolés, transférés directement sur le compte de Madame Dubois. Les motifs sont aides. Argent de poche. Aïté. Oncle Paul a rapidement pris le relevé, les yeux exorbités. En voyant les transactions que j'avais surlignées au feutre jaune fluorescent, je me suis levée d'un bond et j'ai pointé directement le visage de Julien. D'une voix tranchante. Julien, ouvre la bouche et dis quelque chose. Tu prends 100 € de l'argent commun et tu les donnes à ta mère. Et ensuite, ta mère me donne un dîner où il manque mon assiette. Et un petit déjeuner misérable. Et quand je me plains pour mon argent gagné par mes efforts, et que j'achète ma propre nourriture pour cuisiner avec mon argent, ta mère fait un scandale en disant que je suis mal élevée. Elle se met en travers de mon chemin, exprès,
et me jette une marmite de bouillon bouillant dessus. N2. J'ai levé mon bras gauche bandé devant tout le monde. Regardez bien cette brûlure. Qui l'a faite à qui? La marmite. C'était ta mère qui la portait. C'est elle qui me l'a jetée. Et ensuite elle s'est jetée par terre, pour faire semblant. Qui est brûlée, elle ou moi? Vous voulez que j'enlève le bandage pour que vous voyiez dans quel état est ma peau? Le salon s'est plongé dans un silence de mort. Même respirer semblait difficile. Tante Rose et oncle Paul, qui n'avaient entendu que la version larmoyante de Madame Dubois, convaincus que j'étais la belle-fille typique de la ville qui dominait son mari, sont restés de marbre face aux preuves irréfutables. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère a jeté du bouillon bouillant sur ta femme. Et pourquoi ta mère a tout cet argent que vous mettez tous les deux? Oncle Paul, balbutiant, s'est tourné pour interroger Julien. Julien transpirait à grosses gouttes. Le masque de l'homme respectable tombait en morceaux. Il se tirait les cheveux. Le visage rouge de honte devant sa famille. Mon oncle, ma tante, c'est que Hélène a mal compris. Je voulais aider maman qui venait de la province. J'allais le dire à Hélène. Et pour la brûlure? C'était sûrement un accident. Elle a glissé. Julien balbutiait des excuses sans oser me regarder dans les yeux. Un malentendu? J'ai lâché un rire froid qui a résonné dans toute la maison. 100 euros. Ça peut être un malentendu. 1100 euros. C'est un vol. Voler la confiance. Voler l'argent de la sueur de ta femme qui paie le prêt immobilier avec toi. In Guaspen. Madame Dubois ne pouvait plus crier, ni faire semblant. Son visage était pâle. La tête baissée. Évitant les regards de soupçon et de déception de ses propres frères et sœurs, j'ai ramassé les papiers. Je les ai mis dans le dossier et j'ai regardé directement Julien, lançant mon ultimatum final. Aujourd'hui, devant la famille comme témoin. Je te dis une chose. Julien, tu as 2 options. 1. Dans 3 jours. Tu rends les 1100 euros sur le compte commun, et ce mois-ci tu paies tout seul l'intégralité du prêt. 2. On se voit au tribunal. On vend la maison et on partage. Je n'accepterai jamais de vivre avec un lâche et une belle-mère qui ne cherche qu'à me voler, et ensuite à m'accuser faussement. Enes, tu l'as dit. Je n'ai attendu aucune réponse. Je me suis retournée et j'ai monté les escaliers avec dignité, laissant derrière moi le silence étouffant de ces 4 personnes qui semblaient être des statues de sel. Ce soir-là, j'avais tapé du poing sur la table, dévoilant l'hypocrisie de cette famille jusqu'à la moelle. Le lundi matin suivant, exactement 3 jours après la soirée du tribunal familial, la maison dans le 6e arrondissement restait plongée dans une atmosphère étouffante et tendue. Depuis ce jour-là, Julien et moi n'avions pas échangé un mot. Il entrait et sortait la tête baissée, évitant mon regard. Madame Dubois semblait avoir perdu son air de défi, à remplacer par des soupirs théâtraux. Chaque fois que je passais à côté d'elle, le peu de honte qui restait à Julien n'avait pas suffi pour rassembler les 1100 euros et les rendre sur le compte commun comme je l'avais exigé. Peu importait. J'étais déjà prête mentalement et j'avais les papiers nécessaires pour la demande de divorce. À 10 heures du matin, j'étais plongée dans l'explication à un nouvel employé de la façon de faire une étude de marché pour un projet de cardiologie. Quand Serge, un collègue de confiance de mon équipe de vente, est entré dans la salle de réunion, visiblement agité. Il haletait avec un visage paniqué. « Hélène, descends à la réception immédiatement. Il y a une dame âgée qui dit être ta belle-mère et qui fait un scandale en bas. » Oh, hey. J'ai froncé les sourcils. Le stylo s'est arrêté dans ma main, mon bras gauche, sous le bandage qui recouvrait la brûlure, a palpité douloureusement. Qu'est-ce qu'elle fait en bas? Ai-je demandé calmement, en enregistrant rapidement le fichier sur l'ordinateur. Elle a des boîtes en plastique et elle harcèle les réceptionnistes en demandant combien tu gagnes par mois. Et en plus, elle crie aux clients qui attendent dans le hall que tu as une vie indécente et que tu vas manger et t'amuser avec des hommes inconnus. De sans vite. La sécurité est sur le point de la mettre dehors, m'a pressé Serge. La colère est montée dans ma gorge. Mais je me suis obligée à respirer profondément pour garder la tête froide.
a pris ma veste. Je l'ai mise, et j'ai marché à grands pas décidés vers l'ascenseur. Dès que je suis sortie de l'ascenseur au rez-de-chaussée, j'ai entendu la voix aiguë et inimitable de Madame Dubois résonner dans l'élégant hall de l'entreprise pharmaceutique. Elle portait un tailleur en polyester brillant bordeaux et tenait les boîtes en plastique à la main. Elle acculait la jeune réceptionniste contre le comptoir. « Tu travailles ici ? Tu sais sûrement combien gagne ma belle-fille Hélène par mois, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire qu'elle est une chef importante ici et qu'elle gagne une fortune. À la maison. Elle cache l'argent à son mari. C'est une radine avec chaque centime, et elle oblige sa vieille belle-mère à cuisiner et à nettoyer pour elle. Et en plus, ce matin je l'ai vue sortir avec une jupe très courte. Elle sort sûrement avec des hommes. Vous qui travaillez ici, vous devriez la surveiller. Il ne faudrait pas qu'elle vous apporte une mauvaise réputation. Et qu'ensuite on dise que ma famille n'a pas su éduquer sa belle-fille. Tarinos. Plusieurs clients et partenaires qui attendaient sur les canapés regardaient Madame Dubois avec un mélange de gêne et de curiosité. La réceptionniste était rouge comme une tomate, sans savoir quoi faire. « Excusez-moi. Madame, les questions de salaire et de vie privée des employés sont confidentielles. Je ne peux pas vous donner cette information. S'il vous plaît, gardez votre calme. C'est un lieu de travail. » N4. Madame Dubois. Quel spectacle pitoyable êtes-vous en train de donner dans mon entreprise ? Ma voix a résonné clairement, pas très forte, mais avec suffisamment d'autorité pour faire taire instantanément ses cris. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre marquait le rythme. Quand je me suis approchée, Madame Dubois s'est retournée en sursautant. Son regard a croisé le mien, tranchant comme un couteau, et elle a immédiatement détourné les yeux. Mais elle a rapidement changé de visage comme on change de chaîne. Elle a essayé d'ignorer ma colère. Elle a couru vers moi, serrant ses boîtes en plastique avec un faux sourire. « Oh, Hélène, ma fille, te voilà. Aujourd'hui je t'ai vue partir très fatiguée pour travailler et avec le bras brûlé qui n'est pas encore guéri. J'étais très inquiète. Je suis allée au marché acheter de la bonne viande et je t'ai préparé un ragoût pour que tu te remettes. Tu vois comme je t'aime. Ma fille. Et toi tu es toujours en colère contre moi. » En disant cela, elle a levé les boîtes en plastique pour que tout le monde autour voie son grand amour maternel. Je suis restée les bras croisés, sans aucune intention de prendre les boîtes. La regardant froidement dans les yeux fuyants de cette femme cupide. « Vous venez m'apporter à manger ou vous êtes venu jusqu'à mon travail pour enquêter sur ce que je gagne et continuer à me voler ? Ou comptez-vous utiliser cette astuce bon marché de me diffamer pour m'obliger à céder, à oublier la dette de 1100 € que vous et votre fils avez volée sur le compte commun ?» Ordzi. Mes paroles ont été comme une douche froide sur le visage de Madame Dubois. La fausseté sur son visage s'est figée. Les gens autour ont commencé à murmurer. « To. Tu me calomnies. Je suis une personne âgée. J'ai pris la peine de t'apporter à manger. Et tu oses m'accuser ainsi. » Madame Dubois a reculé d'un pas, tremblante, serrant ses boîtes. « Calomnie ?» J'ai souri avec mépris. J'ai sorti mon smartphone de la poche de ma veste. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai appelé Julien. J'ai mis le haut-parleur et j'ai levé le téléphone pour que Madame Dubois et toutes les personnes présentes entendent bien. Ça a sonné 2 fois et quelqu'un a décroché. La voix endormie et agacée de Julien a résonné. « Qu'est-ce que tu veux encore ? » « Je suis en réunion avec un client. » J'ai parlé lentement, en prononçant chaque mot comme si j'enfonçais un clou dans l'air. « Julien Dubois, je me fiche de savoir où tu es. Je te donne exactement 20 minutes pour te présenter dans le hall de mon entreprise pour venir chercher ta mère. Elle est ici avec des boîtes en plastique en train de faire un scandale, m'accusant de coucher avec des hommes et interrogeant la réceptionniste sur mon salaire. « I'm the fool. »« Quoi ? Ma mère est dans ton entreprise ?» La voix de Julien semblait terrifiée. « Exactement. Et écoute-moi bien. Julien, le délai de 3 jours est écoulé, et tu n'as pas rendu un seul euro des 1100. Si dans 20 minutes tu n'apparais pas pour emmener ta mère, je demanderai à la sécurité de la jeter dehors pour trouble à l'ordre public dans une entreprise privée. Et en plus, je déposerai immédiatement la demande de divorce,
ainsi que toutes les preuves bancaires au tribunal ce matin même. Tu as compris ? Sans attendre la réponse de Julien. J'ai raccroché. Madame Dubois était livide. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si ferme et décidée au point de menacer de divorcer devant tant de gens. Elle est restée pétrifiée, tremblante, avec les boîtes en plastique à la main. Tu oses menacer de divorcer pour garder l'appartement que mon fils a acheté, a-t-elle sifflé faiblement, essayant de sauver un peu de dignité. J'ai fait un pas en avant. Je me suis approchée de son oreille et j'ai baissé la voix. Mais mon ton était glacial. Cet appartement est au nom de nous deux. La dette est à nous deux. La sueur est à nous deux. Mais si vous osez remettre les pieds dans mon entreprise pour faire un scandale, je vous jure que vous et votre fils, vous vous retrouverez à la rue. Sans le sou. Ma patience est à bout. Madame Dubois, Nesenta. Exactement 10 à 8 minutes plus tard. Julien a freiné sa moto devant la porte vitrée de l'entreprise. Il portait toujours ses vêtements d'intérieur. Un t-shirt froissé et transpirant. Et il était blanc comme un linge. Il est entré en courant dans le hall et a attrapé par le bras Madame Dubois, qui était recroquevillée sur un canapé. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? On s'en va tout de suite. » A sifflé Julien entre ses dents, sans oser regarder personne. Madame Dubois s'est levée maladroitement, s'accrochant au bras de son fils. Sans oser dire un mot, je suis restée debout à l'entrée, les bras croisés, regardant la mère et le fils s'éloigner, en traînant les pieds vers la moto. Avant que Julien ne puisse donner le casque à sa mère, j'ai lancé un dernier avertissement clair et catégorique. « Julien, tu ferais bien de mieux contrôler ta mère. Mon travail est sacré. Quiconque essaie d'y toucher, je lui couperai les mains. » Oftan. Mon lâche de mari a frissonné, a hoché la tête rapidement, a démarré la moto et a disparu dans la circulation de Paris, emportant avec lui l'ombre sombre qu'il avait tenté de projeter sur ma carrière. Mais je ne savais pas que la lâcheté pathétique de Julien aujourd'hui n'était que le prélude à un plan bien plus cruel et sournois qui m'attendait. Le mardi matin. Le ciel de Paris était gris-plomb et une brune froide tombait. Je suis entrée dans le hall de l'entreprise pharmaceutique avec un café noir à la main, essayant de me donner du courage après une nuit d'insomnie. Le bras gauche bandé continuait à me lancer des élancements de douleur, me rappelant la cruelle réalité de mon mariage pourri. Dès que j'ai franchi la porte vitrée, j'ai remarqué les regards furtifs de quelques collègues, différents de ceux des autres jours. Serg, mon collègue de l'équipe, est passé à côté de moi dans le couloir et a chuchoté avec anxiété. « Hélène, attention, je crois qu'il y a un gros problème. Le patron, Charles, vient d'arriver avec une tête qui fait peur. » Au bloc-ton. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le téléphone interne a sonné sur mon bureau. C'était Laure, la directrice des ressources humaines. « Hélène, viens immédiatement dans la salle de réunion numéro 2. Charles et moi t'attendons. » La voix de Laure était froide, sans émotion. Un mauvais pressentiment m'a traversé l'esprit. J'ai pris mon agenda. J'ai respiré profondément et j'ai marché directement vers la salle de réunion vitrée au bout du couloir. En ouvrant la porte, j'ai vu Charles, le directeur commercial, assis les bras croisés, avec un visage extrêmement tendu. Laure était en face avec un « Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème urgent ?» Je me suis assise calmement. En gardant le dos droit, Charles a soupiré et a tourné l'écran de l'ordinateur portable vers moi. « Hélène, j'ai toujours apprécié tes compétences et ton dévouement au cours de ces 5 années. Mais ta vie privée commence à affecter gravement l'image de l'entreprise. Lisa, on a die. » J'ai foncé les sourcils et j'ai regardé l'écran. C'était un email envoyé hier soir à 23h. L'expéditeur utilisait une adresse email poubelle non identifiable. Mais ce qui était terrible, c'était la liste des destinataires. Tout le comité de direction, les chefs de département et l'adresse générale du service commercial. L'objet de l'email était en majuscules rouges. La vraie Hélène Martin. Immoralité et destruction familiale. J'ai lu rapidement le texte. Le contenu était une accusation cruelle
qui affirmait que je menais une vie dissolue, que j'utilisais l'excuse des dîners avec les clients pour coucher avec des partenaires masculins. Cela inventait des histoires selon lesquelles je maltraitais ma vieille belle-mère, que je lui avais jeté de l'eau bouillante et que je volais les biens de mon mari. À la fin, l'anonyme exigeait que l'entreprise licencie ce genre d'employé poubelle. À faute de quoi il rendrait tout public sur les réseaux sociaux pour salir la réputation de l'entreprise pharmaceutique. Le sang a bouilli dans mes veines. La colère m'a étranglée, et pendant quelques secondes je n'ai pas pu parler. Hier, ma belle-mère est venue faire un scandale à la réception. Et aujourd'hui, l'entreprise reçoit cet email poubelle. Laure a ajusté ses lunettes d'un ton sévère. Hélène, l'entreprise ne se mêle pas de tes affaires familiales. Mais si nos partenaires lisent ces calomnies, les conséquences peuvent être graves. Quelle explication as-tu? J'ai serré les poings sous la table, m'enfonçant les ongles pour rester lucide. L'image de Madame Dubois avec ses boîtes en plastique hier m'est venue à l'esprit, sûrement que, ne pouvant pas me soutirer de l'argent ni m'effrayer, elle avait décidé de tout faire exploser. Mais attendez, j'ai bien regardé le texte à l'écran. Le style était clair. Les phrases utilisaient une terminologie d'entreprise attaquant directement le point faible. La réputation de l'entreprise, Madame Dubois était une femme de la campagne. Elle savait à peine utiliser un vieux téléphone portable. D'où allait-elle tirer les connaissances pour créer un compte anonyme, obtenir les emails de toute la direction de mon entreprise et rédiger un texte si acéré? Charles, Laure, je mets mon honneur de 5 années de travail ici en garantie. Que toutes les accusations de cet email sont des calomnies. J'ai levé la tête, regardant fixement mes patrons. Mais j'ai détecté quelque chose d'étrange. Celui qui a écrit ça connaît la structure de notre entreprise. Laure, peux-tu appeler le gars de l'informatique un instant? S'il te plaît? Charles a froncé les sourcils. Sceptique. Mais a fait un signe de tête à Laure pour qu'elle l'appelle. En moins de 5 minutes, Dennis, le technicien informatique avec ses lunettes épaisses, est entré en courant. Dennis, sors-moi l'entête de cet email. Je veux savoir l'adresse IP d'origine et l'appareil à partir duquel il a été envoyé. Ma demande a été catégorique. Denis a tapé quelques commandes, et des lignes de code sont apparues à l'écran. Il a rapidement pointé une série de chiffres. Hélène. Cet email a utilisé un serveur intermédiaire pour se cacher. Mais en retraçant l'IP d'origine, c'est parti d'une connexion fibre optique de chez Orange. L'IP dynamique au moment de l'envoi était 188 XXX XX et l'appareil est un iPad d'Apple utilisant Safari. Inasm. J'ai ressenti un frisson et j'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'ai sorti mon portable à la hâte. J'ai ouvert l'application de gestion du routeur Wi-Fi de la maison que j'avais moi-même configuré. J'ai cherché l'historique des connexions de la nuit dernière. Le numéro 188 XXX XX apparaissait clairement sur l'écran de mon téléphone, correspondant chiffre pour chiffre. Et dans la liste des appareils connectés à mon réseau Wi-Fi, il n'y avait qu'un seul appareil Apple, l'iPad Pro gris sidéral de Julien, mon mari, qu'il utilisait toujours le soir pour regarder le football et lire les infos. Le téléphone a failli tomber de mes mains tremblantes. Ce n'était pas Madame Dubois. Le véritable coupable n'était pas la belle-mère cupide et ignorante. Celui qui m'avait planté ce coup de poignard mortel était l'homme avec qui je partageais ma vie. Hier soir, pendant que j'étais enfermée dans ma chambre, supportant la douleur de la brûlure causée par sa mère, Julien s'était connecté au Wi-Fi de la maison avec son iPad et avait méticuleusement écrit chaque mot sale pour détruire la carrière de sa femme. Que voulait-il? J'ai lâché un rire amer intérieurement. Je comprenais. Julien savait que j'étais forte. Il savait que lui et sa mère ne pourraient plus me soutirer les 100 € mensuels et qu'il ne pourrait plus m'effrayer avec des menaces en l'air. Alors, il avait choisi d'attaquer directement mon gagne-pain. Il voulait que l'entreprise me licencie. Il voulait me coincer, me laisser sans travail, sans revenu, ruiné. Il voulait me couper les ailes, à faire de moi une chômeuse pitoyable pour que je doive retourner en rampant dans cette maison pour les servir. Lui et sa mère, pour avoir quelque chose à manger. Une cruauté lâche et tordue qui donnait des frissons. Hélène.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as les yeux rouges. La voix de Laure m'a ramenée à la cruelle réalité. J'ai respiré profondément, ravalant mes larmes. Le caractère d'une femme qui avait lutté dans le monde des affaires a refait surface. Plus fort que jamais. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. Je l'ai rangé dans ma poche et j'ai regardé Charles. Mon regard ne reflétait plus la confusion, mais la froideur d'une lame fraîchement aiguisée. Charles, Laure. Celui qui a envoyé cet email est Julien Dubois. Mon mari. L'IP correspond au réseau Wi-Fi de ma maison. L'appareil est son iPad. Isno. Charles et Laure sont restés pétrifiés. Le technicien informatique a aussi ouvert la bouche de surprise. Mon Dieu, quel problème avez-vous pour qu'il te fasse quelque chose d'aussi cruel pour essayer de te ruiner la vie ainsi? S'est exclamé. Laure, horrifiée, parce qu'il veut me coincer. Ai-je répondu catégoriquement. Mais il s'est trompé de personne en me menaçant. Charles, je te demande mon jour de congé aujourd'hui. Je ne laisserai pas la réputation de l'entreprise être affectée, mais j'ai besoin du soutien de la direction pour traiter ce calomniateur avec tout le poids de la loi. Hans Creed. Charles a hoché la tête vigoureusement. Le doute initial avait disparu, remplacé par l'empathie. D'accord. L'entreprise te soutiendra. Si tu as besoin que le service informatique ou le service juridique t'aide à rassembler des preuves, tu n'as qu'à le dire. Oh, freedom. Je me suis levée. J'ai salué mes patrons. J'ai pris mon sac et je suis sortie de la salle de réunion. L'ombre dans le bureau avait été révélée. Julien, si tu voulais jouer sale, Hélène Martin va t'apprendre quel est le prix à payer. Quand on accule une femme, en sortant de la salle, je ressentais encore un frisson dans le dos. Mais mon esprit travaillait à toute vitesse. Les pièces détachées commençaient à s'assembler. Hier soir, à 23h, Julien a utilisé le Wi-Fi de la maison et son iPad pour envoyer l'email diffamatoire. C'était confirmé par l'informatique, mais il y avait un détail absurde dont je venais de me rendre compte. Julien était chef des ventes dans une autre entreprise de fourniture médicale qui n'avait rien à voir avec mon entreprise pharmaceutique. D'où avait-il tiré la liste de contacts internes de toute la direction? Des chefs de département et de l'équipe commerciale? De plus, dans l'email, il citait des chiffres de vente et des noms de projets confidentiels dont je m'occupais. Pour donner de la crédibilité à ces accusations. Ces documents. Je les avais toujours sur l'ordinateur de l'entreprise avec un double mot de passe. Et je ne les ramenais jamais à la maison. Comment les avait-il obtenus? Un éclair de lucidité a traversé mon esprit, et je me suis arrêtée net dans le couloir. La carte d'accès. Chaque employé avait une carte personnelle pour ouvrir les portes et activer les ordinateurs. J'en avais 2. Une toujours dans mon sac, et une de rechange que je gardais au fond du tiroir de ma table de nuit à la maison. J'ai sorti mon portable en courant, et je suis descendue au sous-sol. Ouvrant brusquement la porte de la salle de sécurité, « Pascal !» ai-je appelé en haletant. Pascal, le chef de la sécurité, qui buvait un café, a levé les yeux en sursautant. « Eh bien, Hélène, qu'est-ce que c'est que cette tête? Pourquoi tu cours? Ouvre le système de contrôle d'accès et sors-moi l'historique d'utilisation de ma carte pour les 48 dernières heures. Vite, s'il te plaît. » Je me suis appuyée sur la table avec une voix urgente. En voyant mon attitude grave, Pascal n'a pas posé plus de questions et a tapé rapidement sur son clavier. L'écran a clignoté, affichant une liste d'heures. C'est là. Ce matin, tu es entré à 7h45. Hier midi, tu es sorti pour manger. Tu es revenu à 13h30. Eh où? Hélène. Pascal a froncé les sourcils, regardant une ligne rouge. Hier soir, à 10 à 9h15. Ta carte a ouvert la porte du service commercial au 4e étage. Tu es revenu au bureau pour chercher quelque chose? Je me souviens qu'à 10 à 8h30, tu as pointé pour rentrer chez toi. 11. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la tête. 19h15 hier. À cette heure-là, j'étais enfermée dans ma chambre en train de mettre de la glace sur ma brûlure. Le scandale de Madame Dubois du matin. La maison était silencieuse. J'avais pensé que Julien avait emmené sa mère dîner dehors pour m'éviter.
Ce n'était pas moi. Ai-je sifflé entre mes dents, serrant les poings jusqu'à me faire mal. Pascal ouvre la caméra de sécurité du couloir du 4e étage et la caméra qui filme mon bureau a dit à 9h15 hier. Vite. Ender. Pascal, se rendant compte de la gravité de la situation, a cliqué 2 fois et l'écran s'est divisé en 4, montrant les enregistrements de la veille au soir. L'heure dans le coin indiquait 10 à 9h. 15 minutes. 2 secondes. La porte vitrée du service commercial s'est ouverte. Une silhouette masculine s'est faufilée. Il portait un anorak noir, une casquette de baseball enfoncée qui lui cachait la moitié du visage, et un masque chirurgical. Il marchait furtivement, mais cette façon de marcher un peu en canard et ses baskets grises, même s'il s'était déguisé, je les aurais reconnus. C'était Julien Dubois, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 3 ans. C'est qui ce type? Pourquoi il a ta carte? Pascal s'est levé brusquement. Livide. Il va vers ton bureau. Onzi. À l'écran. Julien s'est assis sur ma chaise. Il a sorti naturellement un post-it jaune de sa poche, le papier que j'avais jeté à la poubelle à la maison, où j'avais noté le mot de passe du Wi-Fi et un indice du mot de passe de l'ordinateur que j'avais écrit sans réfléchir. Il a tapé sur le clavier et l'ordinateur s'est allumé, illuminant ses yeux avides. Ensuite, il a inséré une clé USB argentée dans le port. « Bon sang. Il est en train de copier des données », s'est exclamé Pascal. Horrifié. « Hélène. Qu'est-ce qui l'emporte ?» Je regardais fixement l'écran, tremblante de rage et de dégoût. Je ne pouvais plus pleurer. La douleur s'était figée, laissant place à une horreur qui me glaçait le sang. Julien n'avait pas seulement pris la liste de contacts. À ce moment-là, mon écran montrait le dossier avec les données des clients clés pour 2026 et les listes de prix internes. Julien était chef des ventes de fournitures médicales. Il était en train de voler le portefeuille de clients et la stratégie de prix de mon entreprise pour les utiliser à son propre profit. Pascal, arrête là. Fais un zoom sur son poignet gauche. S'il te plaît, ai-je ordonné d'une voix froide et morte. Pascal a obéi. Sur l'écran agrandi, sous la faible lumière du bureau, la montre mécanique avec bracelet, en cuir marron, se voyait parfaitement. C'était la montre que je lui avais offerte pour notre premier anniversaire. Tout était clair. Il avait volé ma carte de rechange à la maison. Il s'était introduit dans l'entreprise quand tout le monde était parti. Il avait volé des informations confidentielles et, au passage, la liste des emails internes. Ensuite, il avait rapporté le butin à la maison tranquillement. Il avait attendu 23 heures pour se connecter au Wi-Fi. Utilisé l'iPad pour rédiger l'email anonyme afin de me diffamer et de détruire ma réputation. D'une pierre, 2 coups. Ruiner ma carrière pour m'obliger à revenir en rampant vers eux, et en même temps s'emparer d'un portefeuille de données inestimables. Le masque du directeur respectable était tombé, révélant un voleur misérable. Un monstre à visage humain. Le dégoût m'est monté à la gorge. À ce moment-là, la porte de la sécurité s'est ouverte. Charles et Laure sont entrés. L'air inquiet. « Hélène, où étais-tu passée? Qu'est-ce qui se passe ?» Charles a vu l'enregistrement à l'écran. Avant de terminer sa phrase, je me suis tournée vers mon directeur commercial. J'ai soulevé un peu le bandage de mon bras gauche. J'ai respiré profondément pour retrouver mon sang-froid de chef d'équipe. « Charles, j'ai trouvé l'origine de l'email anonyme et son véritable but. L'homme sur la vidéo vient d'utiliser ma carte de rechange pour s'introduire ici hier à 10 à 9h et voler toute la liste de nos clients et nos tarifs internes. Inevitable. Quoi? Charles a rugi, les veines du cou gonflées. Qui est-ce? Un espion de la concurrence? Non. C'est Julien Dubois. Mon mari. Ai-je répondu syllabe par syllabe, tranchante comme du verre. Il a volé les données pour son profit personnel et a utilisé les contacts pour me diffamer. Enflect. Laure s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés. Charles a frappé la table, si furieux qu'il ne pouvait pas parler. Voler des informations commerciales était un crime pénal qui affectait la survie de l'entreprise
J'ai retiré moi-même la clé USB avec l'enregistrement de sécurité et je l'ai serrée dans ma main. Charles, ce n'est plus un conflit familial. C'est un délit d'intrusion, de vol de propriété intellectuelle et de divulgation de secrets commerciaux. Je demande la permission de représenter l'entreprise et moi-même pour dénoncer cela avec toutes les preuves. J'ai regardé la caméra dans le coin avec des yeux de feu, plein de détermination. Laure, fais-moi le plaisir d'appeler le commissariat de police tout de suite. Cette fois, je ne lui laisserai aucune échappatoire. Enters E.T. À 14h le mardi. L'atmosphère dans la salle d'attente du commissariat de police du 6e arrondissement était dense et tendue comme une corde sur le point de rompre. La lumière fluorescente blanche illuminait la table en métal froid. Sur la table, la clé USB argentée avec les enregistrements de sécurité, le dossier avec les preuves bancaires, l'adresse IP et la photo de l'email anonyme étaient parfaitement alignés devant l'inspecteur Martin. J'étais assise en face, les bras croisés, d'un calme glacial. Mon bras gauche bandé reposait sur la table. À mes côtés se trouvait l'avocat de l'entreprise pharmaceutique. La porte vitrée s'est ouverte. Julien est entré, suivi d'un policier qui venait d'aller à son entreprise pour lui remettre la convocation. En me voyant, Julien a sursauté. Son visage a d'abord montré de la panique, mais il a immédiatement couvert cela avec de la rage et son machisme habituel. Il s'est approché et m'a pointé du doigt, criant au beau milieu du commissariat. « Hélène, tu es folle? Qu'est-ce que tu fais à appeler la police pour m'humilier à mon travail? Qu'est-ce qui te prend? Leling seil leon famille. Jusqu'à quand vas-tu continuer à t'acharner sur moi? » L'inspecteur a frappé la table avec son carnet d'une voix autoritaire. « Monsieur Dubois, je vous ordonne de garder le silence et de maintenir une attitude correcte. C'est un commissariat de police. Pas un marché pour que vous veniez crier sur la plaignante. » Inforting. Julien a pris peur, a retiré sa main rapidement et s'est assis maladroitement en face de moi. Il a essayé de forcer un sourire au policier. « Excusez-moi. Agent. C'est que ma femme et moi avons un petit problème d'argent, et ma mère et elle ne s'entendent pas bien. Elle se croit supérieure parce qu'elle gagne de l'argent. Elle prend tout à cœur, et c'est pour ça qu'elle vous dérange avec des bêtises familiales. Inentio. Un petit problème familial. » J'ai lâché un rire froid qui a sondé les profondeurs de l'hypocrisie de l'homme devant moi. « Julien, tu crois vraiment que je t'ai amené ici pour te réclamer les 100 € que tu as volés pour ta mère? Ton imagination est bien pauvre. » J'ai désigné l'avocat de la tête. L'avocat s'est éclairci la gorge, a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers Julien. « Monsieur Julien Dubois, » a commencé l'avocat. « Nous ne vous avons pas convoqué ici pour parler de divorce. Nous représentons l'entreprise pharmaceutique pour porter plainte contre vous pour intrusion, vol de secret d'entreprise et diffamation. Et tout. » La vidéo de sécurité de 10 à 9h15 le lundi a commencé à jouer. L'image de l'homme avec la casquette et le masque s'introduisant avec ma carte, copiant les données clients avec la clé USB, est apparue clairement. Et le moment où la montre mécanique a été vue sous la lumière a été comme un éclair qui a détruit toute excuse de Julien. Julien est devenu blanc, les yeux écarquillés, les lèvres sèches et tremblantes, balbutiant sans voix. « Ce n'est pas moi. Vous avez manipulé la vidéo pour me tendre un piège? » Manipulé? L'inspecteur a sorti un rapport de données réseau du dossier. La police a confirmé que l'IP de l'email anonyme de chantage et de diffamation contre Madame Hélène a été envoyé depuis le réseau Wi-Fi de votre domicile, via votre iPad personnel. Vous avez utilisé la carte de rechange de votre épouse pour entrer voler la liste des clients clés évalués à des milliers d'euros pour en faire bénéficier l'entreprise concurrente où vous travaillez. Les preuves sont claires. Vous pensez encore nier? À ce moment-là, le masque du directeur respectable de Julien a volé en éclats. Il s'est effondré complètement et sa lâcheté innée a éclaté au grand jour. Il se tirait les cheveux, s'agrippant à la table, transpirant à grosses gouttes sur le front. Juste à ce moment, des bruits de pas traînants et des pleurs se sont fait entendre dans le couloir. Madame Dubois, qui avait d'une manière ou d'une autre appris que la police avait emmené son fils, est entrée en courant.
En voyant Julien trembler comme un chien battu, elle s'est jetée vers moi pour m'attaquer. « Mauvaise graine, tu veux ruiner ton mari? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que tu l'amènes à la police? Lâchez-le tout de suite. » Je suis restée immobile, sans prendre la peine de l'esquiver. Mais les agents l'ont interceptée immédiatement. La tenant par les bras, j'ai regardé fixement Julien dans les yeux, et j'ai dit chaque mot froidement. « Tu ne vas pas expliquer à ta mère quelle bassesse tu viens de commettre ?» La panique d'aller en prison a fait perdre la tête à Julien. Il s'est tourné vers sa mère avec des yeux injectés de folie. Il l'a pointée du doigt et a crié désespérément. « C'est elle. Tout est de sa faute. Agent, je suis innocent. C'est ma mère qui m'a obligé. Elle voulait l'argent. Elle m'a dit que ma femme nous méprisait. Elle m'a obligé à le faire pour qu'elle perde son travail et ne puisse pas relever la tête. Pour qu'elle doive revenir ramper à la maison. Ma mère m'a dit d'écrire l'email pour la diffamer. » Madame Dubois est restée pétrifiée. Les larmes et la morve sur son visage se sont figées. Elle a ouvert la bouche, incrédule, face à ce qu'elle venait d'entendre de son fils chéri. Celui qu'elle défendait corps et âme chaque jour. « Julien, qu'est-ce que tu dis? Mon fils? Tu rejettes la faute sur ta vieille mère? Moi qui ne sais même pas utiliser un téléphone tactile? Qu'est-ce que je saurais de ce qu'est un email pour te dire de le faire? » Madame Dubois se frappait la poitrine, hurlant d'une douleur réelle. Ce n'était plus du théâtre. « Oh mon Dieu! Je t'ai mise au monde. Je t'ai laissé voler l'argent commun. J'ai même jeté de l'eau bouillante sur ta femme pour te défendre. Et maintenant qu'il y a des problèmes, tu utilises ta mère comme bouclier. » Le drame de la mère et du fils a explosé au milieu du commissariat devant la police. Un voleur blâmant sa mère. Une mère prête à blesser sa belle-fille. Pour ensuite être trahie par son propre fils. Le dégoût que je ressentais a atteint sa limite. Il a surpassé la colère, se transformant en une nausée insoutenable. Je me suis levée lentement. J'ai écarté le dossier des preuves. De mon sac, j'ai sorti un document impeccable et je l'ai posé sur la table devant Julien. C'était la demande de divorce. Déjà signée par moi. « Julien, » ai-je dit d'une voix grave mais ferme comme un roc. « Les 1100 € que tu m'as volés, je te les offre pour ta bassesse. Et celle de ta mère, la brûlure sur mon bras est le prix que je paie pour voir le vrai visage de l'homme que j'ai épousé. » J'ai tapé sur le papier du divorce du doigt. Pour le vol des données de l'entreprise. La justice s'en occupera jusqu'au bout. Je n'ai pas l'intention de retirer ma plainte ni de négocier. Et en ce qui nous concerne, signe ici. Je veux le divorce immédiat. Le seul bien commun, l'appartement, sera partagé selon la loi. N'espère pas négocier, ni que je cède d'1 millimètre. On se voit au tribunal. Si d'ici là tu n'es pas en prison. Et, tu l'as dit. J'ai salué l'inspecteur d'un signe de tête, et je suis sortie de la salle, laissant derrière moi les cris et les accusations mutuelles de la mère et du fils. En sortant au soleil de l'après-midi parisien, l'air frais a rempli mes poumons et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon cœur s'allégeait. Une dure bataille juridique m'attendait, mais les chaînes de la soumission s'étaient brisées pour toujours. Le jeudi matin, 2 jours après le scandale au commissariat, je suis retournée à l'appartement dans le 6e arrondissement. L'immeuble était toujours là, élégant et solide. Mais à l'intérieur, il s'était transformé en une tombe froide, où j'avais enterré 3 ans de ma vie. J'y allais avec Marc, mon avocat pour le divorce et le partage des biens. Mon bras gauche n'avait plus de cloque, juste des croûtes foncées. Mais je portais encore un fin bandage. De la main droite, je traînais une grande valise où j'avais mis mes vêtements de travail, mes produits de beauté et quelques livres. Je n'emportais rien de valeur de la maison, ni la télé, ni le canapé. Bientôt, le tribunal ordonnerait le gel de tous les biens. En fermant la fermeture éclair de la valise, j'ai entendu des pas traîner dans le couloir. Madame Dubois est apparue, le visage décomposé et les yeux profondément cernés. Peut être à cause des nuits sans sommeil après avoir été accusée par son propre fils au commissariat, mais la fatigue ne cachait pas la cupidité et l'agressivité qui étaient sur le point d'exploser. Elle m'a bloqué la porte de la chambre.
serrant un dossier en plastique transparent contre sa poitrine. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété de l'appartement et notre livret de famille. « Tu vas t'enfuir. » a sifflé Madame Dubois en regardant la valise. « Tu as fait en sorte que la police interdise à Julien de quitter Paris. Son entreprise l'a licencié. Et maintenant tu t'en vas si tranquillement. » Je me suis tenue droite. J'ai lâché la valise et j'ai répondu calmement. « Je ne m'enfuis pas. Je vais vivre de mon côté légalement, en attendant le divorce. Et si Julien a été licencié ou a des problèmes judiciaires, c'est parce qu'il a volé la propriété intellectuelle de mon entreprise. Celui qui faute paie, tu ne blâmes pas ton fils pour avoir essayé de ruiner sa femme. Mais tu blâmes la victime. » Ogni. En entendant le mot divorce, Madame Dubois a levé le dossier, a sorti le livret de famille et m'a menacée. Les yeux exorbités. « Le divorce ? N'y rêve même pas. » Regarde bien. J'ai l'acte de propriété de la maison et le livret de famille. Si tu oses aller au tribunal, je déchire ce papier et je brûle l'acte. On verra comment tu vas divorcer sans papier. Tu crois que tu peux me tromper ? L'ignorance juridique de Madame Dubois m'a provoqué un soupir de pitié. J'ai reculé. Elle m'a laissé passer. J'ai mis ma main droite dans la poche de ma veste. J'ai activé l'enregistreur de mon téléphone et j'ai fait un clin d'œil à l'avocat. Marc, qui était caché dans le coin du couloir, filmant avec son téléphone. « Madame Dubois, vous croyez que déchirer le livret de famille empêche le divorce ? Gardez l'acte de propriété si vous voulez. L'appartement est au nom de nous deux au cadastre. Si on perd les papiers, on demande des copies. Ce que vous faites ne sert à rien. Anna Day. » J'ai essayé de la provoquer pour qu'elle avoue son véritable but. Effectivement, Madame Dubois a fait une moue de mépris et a commencé à trépigner. « Ne me parle pas de loi. Cette maison, c'est mon fils qui l'a payée à la sueur de son front. C'est lui l'homme. Celui qui entretient la maison. Toi, tu n'es que la femme qui en profite. Tu veux le divorce ? Tu veux les actes de propriété ? Eh bien, signe tout de suite un papier cédant 80% de la valeur de l'appartement à Julien. Toi, tu ne prends que 20%. Signe la cession tout de suite et je te donne les actes pour le tribunal. Sinon, tu ne sortiras jamais de cette maison de ta vie. » Oh. Le téléphone de Marc avait enregistré chaque mot de l'extorsion effrontée de la belle-mère. Elle croyait que je ne savais pas où étaient les papiers et voulait les utiliser comme otages pour me voler. 80%. Ridicule. Un homme qui vole 1100 € des charges communes pour les donner à sa mère parce qu'il ne peut pas payer sa part du prêt. Et maintenant sa mère exige 80% des biens pour lui. J'ai fait un pas en avant en la regardant avec des yeux d'acier. « Madame Dubois, comment pouvez-vous dire ça ? Chaque mois je mets 100 € et Julien 100 autres pour payer le prêt immobilier. J'ai les relevés bancaires. Et vous exigez 80% de l'appartement. Retenir des documents pour empêcher un divorce légal et m'obliger à partager les biens comme vous le voulez est un délit de coercition et d'extorsion. » Onyuda. L'avocat Marc est sorti tranquillement de sa cachette. L'apparition d'un homme inconnu en costume, filmant avec son téléphone, a effrayé Madame Dubois, qui a caché le dossier derrière son dos. « Bonjour madame », a dit Marc d'une voix professionnelle. « Je suis Marc, l'avocat de Madame Hélène. Toutes vos menaces, votre tentative de détruire des documents et votre exigence illégale de partage des biens ont été enregistrées. Je vous informe que cacher les actes de propriété ne modifie pas la propriété du bien. Nous avons déjà demandé au tribunal de grande instance de Paris des mesures conservatoires urgentes pour geler l'appartement. À partir de demain, personne ne pourra le vendre, l'hypothéquer ni le transférer. » Enheldeda. En entendant le mot « geler », Madame Dubois est devenue blanche. Ses jambes tremblaient. Elle a reculé en titubant, balbutiant. Re. Gelé ? Vous me trompez. Personne ne vous trompe. Votre cupidité et celle de votre fils ont mené cette famille au désastre. J'ai pris ma valise et je suis passée à côté d'elle sans la regarder. En arrivant à la porte, j'ai regardé l'appartement une dernière fois. L'endroit où j'avais mis tant d'espoir n'était plus qu'un tas de briques froides,
En montant dans le taxi, mon téléphone a vibré. C'était Julien. Je l'ai mis sur haut-parleur. « Hélène. Hélène. Où es-tu, s'il te plaît? Je t'en supplie. Réponds-moi. Aide-moi. » La voix de Julien était brisée par les pleurs. Il pleurait. L'arrogance du directeur avait été écrasée par l'ordonnance du tribunal qui lui interdisait de quitter la ville. « Que veux-tu? Parle vite. » « Je suis en train de déménager. » Ai-je répondu froidement. « Hélène. Je me suis trompée. Ces jours-ci, he visto un enfer. Mon entreprise a appris le vol de données et ils m'ont licencié sur le champ. Cet après-midi, la police me rappelle pour faire une déclaration. Hélène, dis à ton patron de retirer sa plainte. S'il te plaît, nous sommes mari et femme. Si tu fais ça, j'irai en prison. Retire le divorce. Je dirai à maman de rentrer à la province. Je te laisse la maison pour toi toute seule. Recommençons à zéro. S'il te plaît. » Les supplications de l'homme qui avait écrit l'email anonyme pour me diffamer, qui avait été assez cruel pour vouloir ruiner ma vie, étaient ridicules. Pathétiques. Julien. L'ai-je coupé? Premièrement, le vol de données est un crime grave. L'entreprise porte plainte en tant que personne morale. Je ne peux pas retirer la plainte et je n'ai pas l'intention de couvrir un voleur. Deuxièmement, ta trahison et ta bassesse ne se réparent pas avec 4 larmes. Et troisièmement, il est déjà trop tard. Number fait. Mais maman a les actes de propriété. Tu perdras tout si tu divorces. Hélène, réfléchis-y. Les tribunaux. Julien essayait de s'accrocher à n'importe quoi. Ne t'inquiète pas pour moi. Ai-je souri? Soulagé. Mon avocat et moi venons d'enregistrer ta mère en train de menacer de détruire les papiers pour garder 80% de l'appartement. L'ordonnance de gel des biens est déjà en cours. Ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas m'y supplier, mais te chercher un bon avocat pénaliste pour la prison qui t'attend. Allez, sans le laisser crier davantage. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué son numéro. J'ai regardé par la fenêtre du taxi. La pluie s'était arrêtée, et le soleil se levait sur les rues de Paris. La tempête familiale était derrière moi. Le pire était passé, et il ne restait plus que la bataille finale au tribunal pour récupérer ma liberté et la justice que je méritais. En octobre, le premier froid de l'hiver parisien apportait des vents glacés, mais en sortant de la lourde porte en bois du palais de justice de Paris, j'ai ressenti une chaleur et un soulagement étranges dans le cœur. Aujourd'hui, ça avait été l'audience finale. Le jour du verdict qui clôturait mon mariage de 3 ans, rempli de tragédies. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère avait été étouffante. Julien était décomposé. Avec sa chemise froissée, une barbe de plusieurs jours et les yeux creusés. L'affaire pénale pour vol de propriété intellectuelle et de secrets commerciaux était toujours en cours, consumant le peu d'énergie qui restait à l'homme, autrefois arrogant. À ses côtés se trouvait Madame Dubois, n'ayant plus ni cri ni menace de déchirer le livret de famille. Elle était recroquevillée sur sa chaise, la tête baissée, évitant les regards. Le juge a ouvert l'épais dossier et sa voix a résonné clairement, sur la base des preuves des relevés bancaires fournis par la plaignante Hélène Martin, ainsi que des enregistrements vidéo où Madame Monique Dubois menace de s'approprier indûment les biens. Le tribunal considère que la demande de diviser 80% de la valeur du logement en faveur de M. Julien Dubois est dénuée de fondement. De plus, le comportement de maltraitance psychologique, la conspiration pour envoyer des emails anonymes et la diffamation de l'honneur de l'épouse de la part de M. Dubois ont gravement brisé les fondements du mariage. Oh. Le juge a frappé de son marteau pour clore le sujet. Le tribunal décide d'approuver la demande de divorce. L'appartement dans le 6e arrondissement, en tant que bien commun, sera vendu aux enchères publiques. La somme obtenue après paiement du prêt immobilier restant et des intérêts sera divisée à 50% entre les 2 parties. Il est demandé aux parties de se conformer strictement au jugement. Oh blé! Le bruit sec du marteau a complètement détruit la cupidité de la mère et du fils, en entendant enchères
et divisé à 50%, les épaules de Madame Dubois ont tremblé. Elle a regardé Julien avec des yeux rouges de désespoir et a chuchoté. « Julien, alors on perd vraiment la maison. Où vais-je vivre? Tu as perdu la maison. Le travail. La police enquête sur toi. Oh, mon Dieu, comment vais-je retourner à la province et regarder en face ta tante Rose et ton oncle Paul ?» Julien a fermé les yeux avec force, serrant les poings, et a sifflé avec amertume. « Tais-toi. Maman, si ce n'était pas à cause de ta cupidité et parce que tu m'as forcé, on n'en serait pas arrivé là. » J'ai ramassé mes papiers calmement et je les ai mis dans mon sac. L'avocate, Mark, a hoché la tête en me félicitant. Je suis passée devant la mère et le fils, et je me suis arrêtée 3 secondes. Juste assez pour leur lancer un dernier regard froid. « Julien, Madame Dubois, le prix de la cupidité est de perdre la liberté et la dignité. Vous l'avez bien cherché. Hamsen et Danny. » Je me suis retournée, et je suis partie, sans me retourner, laissant derrière moi les sanglots de Madame Dubois et la silhouette vaincue de l'homme lâche. On dit qu'après le procès, Madame Dubois a dû rassembler ses affaires et prendre le bus pour retourner à son village de province le soir même. L'humiliation a été à son comble lorsque les proches de la province, ceux qui me critiquaient avant, étaient maintenant ceux qui riaient le plus d'elle pour sa cupidité, qui avait ruiné la vie de son fils. Et Julien a dû déménager dans une chambre minable en location en banlieue. Attendant en tremblant sa convocation judiciaire pour le procès pénal, 1 mois plus tard, j'ai utilisé l'argent de la vente de l'appartement, plus mes économies personnelles, pour payer l'acompte d'un petit attique très lumineux au 15e étage. Même si ce n'était pas un grand appartement de 3 chambres, cet endroit était à moi, mon refuge inviolable que j'avais moi-même construit. À 8 heures, le vendredi, je suis sortie du travail, et j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison. Après être passée par le supermarché, la brûlure sur mon bras gauche n'était plus qu'une légère cicatrice, me rappelant un passé douloureux, mais déjà guéri. Je suis entrée dans la cuisine, et j'ai mis un tablier bleu ciel. J'ai préparé les légumes. J'ai coupé la viande, et j'ai mis sur le feu une casserole de velouté de potiron et un pavé de saumon. La plancha. Le bruit de l'eau bouillante et l'huile qui crépitait étaient une musique à mes oreilles. L'odeur de la nourriture remplissait l'espace chaleureux. J'ai mis le dîner sur une petite table en chêne près de la fenêtre. Il n'y avait pas de festin de viande et de poisson où mon assiette manquait. Il n'y avait pas de demi-bol d'avoine, aqueuse remplie de mépris. Et encore moins les reproches ou les regards froids de ceux qui se faisaient appeler famille. J'ai ouvert le couvercle de mon petit cuiseur à riz et la vapeur chaude est montée. Je me suis servi un bol plein de riz blanc avec soin. Le riz tendre et chaud sur ma langue avait le goût doux de la paix et de la liberté. Assise, dînant seule, regardant le trafic de Paris sous les lumières de la ville, j'ai souri. On dit que la famille est l'endroit où la tempête s'arrête derrière la porte. Mais après avoir traversé les tempêtes les plus cruelles créées par ma propre famille, j'ai réalisé une autre vérité. La valeur d'une femme ne réside pas dans ce qu'elle peut endurer, ni dans l'argent qu'elle met pour servir une famille qui ne la respecte pas. Notre valeur réside dans le courage. Si tu oses le prendre, tu oses aussi le lâcher. La famille ne doit jamais être un endroit où l'on compte chaque grain de riz, chaque assiette. La famille doit être un lieu de respect, de compréhension et de partage. Si tu ne peux pas trouver cela chez les autres, crée-le pour toi-même.